Bonjour à tous. Merci Véronique. Alors, pour le panel qui va suivre, j'appelle Madame Anna Soubaï Kamwanga, qui est responsable pays de Proparco. Attention. Bravo. J'appelle Madame Yeva, qui est Policy and Partnership Manager de Camco. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Après, j'appelle Madame Bodil, qui est la représentante du DG de Kipai Énergie. Elle représente Monsieur Eric Monga. J'appelle Monsieur Nderitu participe en ligne ou il est sur place? En ligne. Hello, Mr. Nderitu, are you with us? No, Dennis, sorry, Dennis Nderitu. Dennis, yes, please, come on stage. Monsieur Nderitu est l'expert en finance et structuration de GEAPPP, qui est un des partenaires qui nous a aidés dans l'organisation de ces assises. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Caribou. J'appelle Monsieur Kabea Kanyonia, directeur général de Baobab Bank. Alors, le panel que nous avons ici représente en gros le secteur privé et les acteurs, les partenaires techniques et financiers qui aident le secteur privé à s'implanter et à se développer en RDC. Et les questions auxquelles nous souhaitons avoir des réponses à travers ce panel, c'est d'abord l'identification des risques en général. Quels sont les risques pour les investisseurs qui viennent en RDC dans le secteur de l'électricité, un secteur naissant, comme nous l'avons vu, un secteur encore un peu désarticulé où les différents acteurs cherchent comment se mettre en place. Et puis, quels sont les mécanismes d'atténuation? Quelles sont les initiatives au jour d'aujourd'hui qui permettent à ce secteur privé de se sentir rassuré, de se sentir encadré et d'avancer dans la bonne direction? On a vu, hier nous avons eu les panels sur l'état du pays. Nous avons vu les acteurs, différents acteurs du pays, présenter sur la situation et les initiatives du pays. Dans le panel qui vient de passer, nous avons eu quelques aperçus et quelques initiatives africaines, mais aussi qui sont en train de se développer au niveau de la RDC. Mais là, on fait vraiment un zoom sur la RDC, mais on n'écoute pas trop le secteur public. On veut entendre le secteur privé, on veut entendre les experts du secteur privé qui, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des entrepreneurs, ils participent néanmoins à l'amélioration du cadre et de l'environnement dans lequel le secteur privé investit. C'est donc dans ce sens-là que nous avons ce panel. Alors je vais demander à chacun de se présenter très succinctement et de donner un petit mot sur les initiatives de sa propre structure et qu'est-ce que vous faites exactement dans le domaine de l'électricité. Et puis après, on va aller en profondeur dans les questions. On commence par monsieur ici. Oui, bien sûr. On va commencer par monsieur Eric Monga qui est en ligne. Je rappelle qu'il est le DG de Kipai Énergie. Monsieur Eric, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour, bon après-midi. Bon après-midi, Eric. J'aurais pas voulu être présent avec vous, mais malheureusement, on va dire que j'avais un travail très important sur le site où je suis et j'ai accepté de rentrer sur le site. Oui, alors, Maurice et Eric Mouba, je développe une centrale hydro-solaire de 166. La technique, on entend le traducteur, on ne devrait pas l'entendre. Et donc, 166 MW, et là, c'est pas la dernière partie la plus facile d'être. C'est pas évident, de solaire, où je viens d'achever quasiment 2,4 MW pic, plus 1,8 MWh en stockage, tout est installé pour l'instant.
je suis par ailleurs le président de la FEC, vice-président de la FEC en charge de l'énergie et PCM. Merci beaucoup, Eric. On a eu quelques problèmes à t'entendre au début, surtout. Est-ce que ça serait possible de couper la caméra? On va la remettre tout de suite pour avoir un meilleur son. Et est-ce que, si possible, tu peux nous refaire la présentation? Parce que moi, je sais ce que vous faites et bravo pour tout ce que vous faites. Mais l'audience n'a pas vraiment suivi. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est nettement mieux. Merci. Alors, sur votre question, il faut couper la caméra par contre, parce que dès qu'on met la caméra, ça passe plus. Mais cela implique que c'est face à ces difficultés que nous, Congolais, c'est de les relever et on fait concrètement que les difficultés sont là, mais on peut y aller pour faire des marchés. Je ne sais pas si... Non, on n'a pas bien suivi, mais ce n'est pas grave. On va passer au prochain intervenant. Et tout à l'heure, Eric, quand tu auras l'opportunité de parler, tu pourras revenir sur certains de ces chiffres que tu nous as donnés. Alors, on va demander... Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Mon nom, c'est Kanyonga Kabeya. Je suis le directeur général de la microfinance Baobab. Nous évoluons à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi et bientôt à Bukavu. Dans le secteur de l'énergie, comme vous savez, nous finançons nos clients. C'est souvent des PME, des micros et des commerçants. Nous les finançons dans l'acquisition des kits solaires. Comme vous savez tous, on a un gros problème d'énergie à RDC. Et surtout nos clients, les petits clients qui habitent dans des zones où la desserte en électricité est très faible. Et parfois, nous avons de gros problèmes dans les repaiements de crédit parce qu'ils ont un problème d'électricité pour conserver leurs marchandises. Et nous avons décidé de mettre en place un produit vert, Green Loan. Comme ces produits, les clients ont la possibilité d'acheter un kit solaire sur 12, sur 24 mois. Voilà un peu ce que nous faisons. C'est vrai que c'est un secteur très challenging, mais nous avons pris quand même cette option-là parce que nous pensons que si nous devons améliorer, disons, la solidité du secteur de PME, surtout les commerçants congolais, nous devons les aider dans l'acquisition de ces kits-là. Voilà un peu ce que nous faisons pour nos clients. Merci beaucoup. Donc, un peu comme ce que Madame de SI for All disait tout à l'heure, dans les kits solaires, on distingue entre les kits solaires domestiques et les kits solaires à usage productif. Et eux, ils se spécialisent donc dans les kits solaires à usage productif, dans les milieux ruraux et périurbains. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire périurbains, ils peuvent aussi. Bon, ceux qui ont des problèmes aussi à Kinshasa, ils ne sont pas exclus. Mais c'est vrai que notre focus, c'est vraiment nos clients, quel que soit l'endroit où ils opèrent, pour leur permettre d'avoir un accès facile à l'électricité. Merci beaucoup, Monsieur Kanyonga. On va passer à Madame Bodil de Kipai Energy. Can you just brush quickly through what Eric wanted to say, which I believe is the two big projects that you have? Yes, Mr. Eric Truck is currently in Fungurume, where we are developing phase 1 of a solar plant. So 2.4 megawatt will be installed shortly. So the total capacity will be 45 megawatts. And this will be a hybrid solution to the Somba hydropower project, a hydropower scheme being developed in the north of Okatanga that will produce 166 megawatts. So it's a hybrid project, and we decided to start with a solar plant already now. Okay, thank you very much. I had the opportunity to be with them in Katanga not so long ago, and I was really, really impressed by what they were doing. So, really, bravo. Alors, before I take Mr. Nderitu, I will start with Hannah, and then we'll come back, because they are the private sector, and the three that we see there, ils sont les PTF, donc les partenaires techniques et financiers, qui soutiennent le secteur, plus ou moins. Et on va commencer avec Madame Anna de Proparco. Nous espérons que le soutien est plutôt plus que moi.
Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre présence. Mon nom est Anna Subei Kamwanga, je dirige Proparco, l'institution financière de l'État français spécialisée dans les financements d'entreprises et de projets privés en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Je suis responsable de la section RDC Congo, ainsi que de certaines activités en Afrique centrale. Donc Proparco a vraiment déclaré le secteur énergétique comme prioritaire dans notre mandat dans le pays, et à ce titre, nous utilisons plusieurs outils de financement et d'accompagnement pour soutenir et relever le taux d'électrification de notre pays. Donc premièrement, le financement. Donc Proparco est fier d'être l'un des premiers bailleurs de fonds à avoir investi dans l'un des plus grands opérateurs du pays, Nourou, à 2 reprises en 2019 et encore cette année en 2023. Toute cette information est publique, pour les aider à étendre leurs activités et opérations de construction et de rénovation de centrales solaires et hydroélectriques en RDC. Donc actuellement, nous sommes en phase d'extension, je dirais, du nombre de partenaires avec lesquels nous collaborons. Donc j'invite tous les opérateurs, et spécialement centrales solaires hydroélectriques, à me contacter pour voir quel type de financement nous pouvons mettre en place pour vous. Deuxième outil d'intervention, ce sont les garanties que nous fournissons aux banques. Donc nous allons l'annoncer officiellement la semaine prochaine, mais nous avons signé un deuxième volet de garantie bancaire avec Equity BCDC. C'est la deuxième fois en l'espace de 2 ans, et à hauteur de 11 millions de dollars, nous pouvons soutenir des prêts dans les secteurs que nous considérons à impact et qui vont inclure bien entendu l'énergie. Enfin, et je vais m'arrêter là pour cette introduction, nous avons tout un volet de, je dirais, développement stratégique et commerciaux pour tous les opérateurs de la place. Donc, à défaut de pouvoir vous financer en direct, Proparco passe un certain, voilà, je dirais, allouer des ressources pour vous présenter à des acteurs financiers plus pertinents, à des sociétés de construction ou d'ingénierie qui sont pertinentes, et vraiment à soutenir un certain nombre d'opérateurs. Donc, parmi ceux qui sont distingués, notamment dans les mois passés, et que nous espérons pouvoir continuer à soutenir, notamment Kipay, Energreen, LBK Construction et bien d'autres. Mais voilà pour cette introduction qui a été un peu plus longue que prévu, et ravie d'échanger sur l'énergie en RDC. Merci beaucoup, Anna. On aura l'opportunité d'approfondir sur toutes ces questions d'appui technique et financier. Et maintenant, je vais appeler Madame, excusez-moi, le prénom c'est plus facile, Yeva, mais le nom c'est... Non, mais c'est bon, en fait. Oui, s'il vous plaît. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Yeva Ndrunaite, je suis la dirigeante des politiques et des partenariats chez Camco. Camco est un gestionnaire des fonds pour l'impact et le climat. Et on dirige un fonds qui s'appelle REPP, ça veut dire Renewable Energy Performance Platform. Je vais peut-être parler pour la plupart en anglais. Désolée, mon français n'est pas très bien. Donc, REP is a platform, a financing facility for small and medium-scale decentralized renewables on the sub-Saharan Africa. In sub-Saharan Africa. Over the past 7 years, we have made some 50 investments in perhaps 17 to 19 countries. I need to verify the numbers. Most recently, we have provided financing with some of our partners on the panel to Nourou, which I'm sure most of you know, the isolated grid developer in DRC. With REP Fund, we are able to finance both off-grid and on-grid. So in the off-grid space, it's solar home systems, mini-grids, isolated grids, as well as small IPPs, up to 25 megawatts normally. We're currently fundraising for what will be called REP 2, so the scale-up of the REP facility, and really looking forward to making more investments in DRC. Merci. So, Mr. Nderitu, we will start with you. So, after your presentation, I would like you to go straight in the matter of the question. What are the main risks? So, give us a little bit of your presentation. Yesterday, we had the opportunity to hear Madame Lisa, and again today. But we want to know a bit more what exactly it is that you're doing here in the DRC, and what are the risks that you feel that the private sector has here in the DRC. Thank you very much, and good afternoon, everyone. My name is Dennis Nderitu. I work with the Global Energy Alliance for People and Planet, GEAPP, and it's such a pleasure being here, and again, thank you for being on the session.
I think I'll go straight into the point as I do my introduction, because some of my colleagues have already introduced what we do. So I will try to pivot it towards what the topic of the day is. So when it comes to investment, I think one of the critical aspects that every investor or every stakeholder that is interested in a project looks at is the risk profile of the project. And it is very important that we continually de-risk projects so that we attract more investors into the space, and so that we also get lower cost of financing, which is very essential to make sure that our projects are all viable. At GIAP, we are a philanthropy which provides risk capital. And the main reason we do this is the realization that doing projects in developing countries is very complex because of the risk perception that a lot of investors have. So case in point is that the DRC is looked at as a very high risk country. And we do feel that our investments are essential to come in, provide instruments that can de-risk a lot of the projects that are being developed, and also showcase the results of those projects, because that is the only way that we continue to attract more money into the country. The way we deploy our risk capital, number one is for every project there needs to be an enabling environment, which is the policy and regulatory environment. So we try and put our money into building or strengthening government and market institutions. This means that there's more predictability, and anyone who's looking to do a project can be able to tell what will happen in the short term, in the medium term, and in the long term. And this level of comfort is a way of de-risking as well. In addition, I think having capacity at a local level where all decisions can be made from, let's say, a body like ANSEA, the regulator, and can be made in a very short time. I think it's very essential, again, to de-risking, because the longer a project takes to be developed, it becomes more and more expensive. The second way that we deploy our risk capital is investing directly into projects, either as GIAP or through other investment vehicles. One of our colleagues from SE4All mentioned that we've funded them to fund the RBF in DRC. So in that way, we support projects, but we support them through partners who are stronger in investing through the RBF than we are. We also invest directly. As Eva has pointed out, we are investing together in Nuru, and we are continuing to look for opportunities in DRC. And hopefully by 2025, we'll have participated in about 11 or 12 projects here, which I think will be very important to showcase the very big opportunity of electrifying 100 million people in DRC, and not only providing electricity, but providing them with an opportunity to use the electricity to improve their livelihoods. The third way that we invest our risk capital, which is also very important, is innovation. So it is clear that cost of equipment is one of the biggest challenges to making sure that everyone has electricity at a cost-effective price, a tariff that they can afford, not only just to light their house, but also a tariff they can afford to run successful small businesses. So we try as much as possible to put money into research and development of affordable technologies, optimization of technologies. And in that, we are trying to do, here in DRC, we are trying to do an interconnection between a solar mini grid and a hydro site that was abandoned or has excess capacity. And through such learnings that we get from that project, I think there's enough potential in DRC to do a lot of hybrid solar and hydro, reducing the cost a bit, because we have like 2 big seasons in the equatorial area of Africa, which is rainy and dry. So if you can be able to size the assets very well, if you can be able to leverage on the existing hydro facilities that are underutilized, then there's an opportunity to offer very good tariffs to people. So that's the way we invest. But when it comes to risk on our side, and we try as much as possible to look at it from the different lenses. So the first lens is that if you have a project as a developer here, you will want to take it to an investor who can look at it and push in some equity or push in some debt. The biggest risk that a lot of investors will talk about, as I started by saying, is there's a political risk that
everyone thinks the DRC is not stable or is not secure. I think the way to mitigate such risks is convening such as this evidence that the country is stable and the country is secure, but we need to do this more. We need to do it more deliberately. We need to fund more projects and showcase that these projects are actually working at the level. So it was very refreshing to hear that there are a lot of projects already working, a lot of projects in development, but this is not being relayed outside enough. I think we need to continue to do this so that this risk perception actually reduces. The second one is on the, if you think about mini-grids or decentralized electrification, everyone talks about the off-taker risk. So a lot of funders and investors already understand how to fund projects that push their energy to utility grids, and they only have a single customer who is the grid operator. So those are very easy contracts because you're only selling to one person, and there's a lot of guarantees that the government provides that they will offtake and they will pay you for the energy that you provide. But when it comes to providing electricity to multiple connections, businesses, households in the similar area, there's no guarantee that you'll actually get your revenue. And when an investor looks at this, they sort of price the risk at a very high number because there is no contract that you sign with a household, no contract that you sign with a small business. But I do think the way to, the way we are looking at mitigating this, one is there needs to be some guarantees, and we've funded a minimum revenue guarantee, which is meant to reduce or mitigate that risk. So anytime projects need funding, they can use that facility to show that in case they don't meet the energy sales that they require, there's a place that they can go and fill the vacuum that is left or the gap that is there. So this is something that we are doing through the IFC, and we want to see it scaling up a lot. But definitely, this is not a long-term thing. I do think that people consuming electricity for development is enough guarantee that you can recoup your investment in a project. So to offer a long-term solution, what we are trying to do is do a lot of demand work, and a lot of my colleagues will be speaking in the next session about how we are doing demand stimulation, because the more you stimulate demand in communities, the more you help them improve their value chains by electrifying them, the more you help them understand production and where to sell, what is the market, then in that way, they continue to consume more up to a level where you actually, it's the other way around, that there's more demand for electricity than the supply you're offering. The next risk, so that's the second bucket of risk. I'll talk about that one, and then I'll let my colleagues as well speak about what are the other considerations that everyone makes. I think the last one, which is very critical for me, having been a developer before, is the developer capacity. So again, there is a lot of questions. So if from where we sit and from venture capitalists, where they sit, what they look at is the credibility of the person coming for the funding and the track record of the organization. So a lot of due diligence or a lot of applications for funding will ask you for your track record. They want to know more about your company. Will you be there for the long haul because these are 20-year projects? Do you have enough drive to actually stay on in case things are not working out in the first few years? I think for me that is super critical that you have that, but number two, that you have the right capacity within your organization. Mini grids are complex businesses. You're doing generation, you're doing distribution, you're doing collection of money, you're doing a lot of things within one sort of business, which is not very common. So there is a need to have the right capacity within your team, people who can be able to look at the accounts, people who can be able to do the technical work of design, people who can be able to deal with customers in demand stimulation or handling their issues. So those areas are very critical for us, particularly being a philanthropy, that we want to support any developer that is coming up, but we want them to be ready to be funded by others after they've gone through our funding. So we look at that critically, and a lot of people have mentioned here that they are offering technical assistance facilities in DRC. I think QSAID, I think a lot of facilities come with TA as well. So we are very keen to make sure that we are building capacity. And there was a question about local developers as well, and how do we make sure we build their capacity so that they can be able to utilize these opportunities for funding, etc.
But coming back to it as a risk, I think it is the imperative of us as the funders or us as the development partners of DRC, ANSEL and the Developers Association, just to make sure that we are understanding what needs developers have in terms of the capacity and try and make sure that we can help them get that as fast as possible so that we can reduce that risk. There are a couple of others, but I'll stop there and maybe during the session we'll continue looking at other risks that are very critical for investors. Thank you very much. Asante sana. As you know, Bwana Nderitu vient du Kenya et c'est un pays qui a traversé ce gap il n'y a pas très longtemps entre le moment où ils avaient un taux d'accès à l'électricité très bas et le jour d'aujourd'hui où ils ont un des taux d'accès à l'électricité le plus élevé en Afrique subsaharienne notamment. Alors là, je vais reprendre M. Eric Monga qui est toujours en ligne. Et d'après la présentation qui vient d'être faite par M. Nderitu, la dernière partie en tout cas, il dit que ce qui est important pour eux, c'est d'accompagner les entreprises qui viennent dans le secteur de l'électricité, les accompagner surtout pour la documentation et l'amélioration de leur présentation. Parce que ce qu'eux, ils donnent, c'est un petit appui au début pour commencer les opérations, mais dans l'espoir qu'une fois qu'ils les ont accompagnés, ces gens seront assez grands pour capter des financements plus grands au niveau international, parce qu'il y a beaucoup d'autres initiatives internationales. Une des remarques qu'on a souvent ici en RDC, c'est que ce sont les entreprises étrangères qui gagnent ce genre de financement parce que justement ces entreprises étrangères ont une longue expérience à l'étranger et donc c'est très difficile de venir dans un pays où tout le monde est d'accord pour dire que c'est un secteur naissant et de demander des longues expériences. Mais en même temps, vous avez entendu Madame Anna qui a dit qu'ils ont financé Kipaï. Donc nous avons Kipaï en ligne. Nous voulons savoir comment vous percevez ce dualisme où d'un côté on demande une longue expérience, je vous prends tout à l'heure, d'un côté on demande une longue expérience, mais d'un autre côté, il faut développer le secteur local qui justement n'a pas d'expérience. Comment vous réconciliez cela et comment vous-même, en tant qu'Equipaï, vous l'avez vécu? Après ça, je vous prends, Anna. Merci. Monsieur Eric, c'est à vous. Merci beaucoup, si vous m'entendez comme il faut. Thank you very much. Je voulais quand même d'abord affirmer que je suis congolais et développeur congolais. Let me confirm that I'm a Congolese. Et puis, dans tout ce que j'ai entendu comme risque... Le son est très bas du côté technique. Est-ce qu'on peut... Il y a quelque chose que... Voilà, merci. Étudier les risques et nous allons dans le risque. On va devoir demander à la technique, à la traduction, de ne pas traduire parce qu'on ne pourra pas suivre les deux. Dans tous les risques qu'on peut aller, de la personne jusqu'au même au capital. C'est ainsi, je me souviens, c'est ainsi que nous nous mettons de manière sociétale dans les normes, de manière sociétale dans des associations, dans des corporations. Trois, nous dérisquons le secteur en montrant que oui, au Congo, on peut le faire face à la batterie de lois que nous avons. Et si les batteries de lois n'est pas utilisées, nous allons vers le recours que la loi nous permet pour que justement cette activité puisse se tenir, ce secteur puisse avancer. Eric, nous avons eu beaucoup de mal à suivre ce que vous dites. Je pense qu'on n'a pas capté grand-chose. Vous n'avez pas capté? Oui, on entend, mais pas très clairement. Est-ce que vous pouvez parler plus fort et moins vite? Peut-être qu'on pourra avoir quelque chose. Et puis surtout, aller droit à l'essentiel, parce qu'on a vraiment du mal à vous capter dans la salle. Ok. Là, maintenant, c'est meilleur? Là, c'est mieux, oui. Vous pouvez y aller, oui. Je vous capte très bien. Peut-être c'est de votre côté, parce que moi, le son est tout à fait clair. Oui, vous pouvez y aller maintenant. Est-ce que vous pouvez juste reprendre ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Oui, je viens de dire
exactement ceci. Nous avons anticipé sur le risque, nous avons d'abord analysé le risque, anticipé sur le risque, et nous avons voulu dérisquer par rapport à tout ce qu'on présente sur le secteur en investissant dans le secteur, en allant dans le secteur pour que tout le monde voie qu'au Congo, on peut faire quelque chose. Ce risque-là a été anticipé, mitigé à partir des personnes, ça veut dire les investisseurs se mettent en ordre avec la législation et avec toutes les normes internationales requises pour investir, et aussi face à la loi du Congo. Et lorsque nous avons les deux ensemble, nous atteignons dans le capital pour essayer, pour remettre comment c'est investi et montrer à celui qui veut venir avec nous, à celui qui veut investir aussi avec nous, que le risque peut être maîtrisé par rapport à tout ce qui est dit dans l'environnement du secteur de l'énergie. Merci beaucoup, Eric. En partant de ce que vous avez dit maintenant et de nos conversations précédentes, je pense que j'ai une idée de ce que vous voulez dire. Donc, Eric vient de dire que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord analysé et anticipé tous les risques du secteur, et puis après, ils ont mis en place des mécanismes risque par risque pour voir comment ils vont atténuer chacun de ces risques. L'idée pour eux, c'était d'abord avec ces deux premiers projets, il y a un projet hydro et un projet solaire. Le projet solaire est en cours. C'était de montrer qu'au Congo, on peut travailler, on peut effectivement faire quelque chose. Et comment ils l'ont montré? D'un côté, ils ont d'abord prouvé que leur entreprise était capable de mener ce challenge. Et puis la deuxième chose, c'est de montrer toute la batterie et toute la liste des réformes que le gouvernement a mis en place pour améliorer le secteur. Et cela était un facteur rassurant pour les bailleurs de fonds qui leur ont donné cet argent. Madame Anna, si je ne me trompe pas, vous aviez quelque chose à dire par rapport à cette question de Kipai? Tout à fait. C'était tout d'abord un correctif. S'il vous plaît, on me fait savoir qu'il faut parler moins vite parce qu'ils doivent faire la traduction. All right. Donc tout d'abord un correctif. Proparco n'a pas encore investi dans Kipay et dans certains des opérateurs mentionnés. Okay. Toutefois, il y a un travail d'accompagnement, de développement commercial stratégique et de mise en visibilité qui est fait pour que ces opérateurs qui sont effectivement encore très jeunes, je dirais, dans leur évolution, puissent mûrir et arriver à un niveau de chiffre d'affaires, de réalisation, de nombre de projets en RDC qui soit suffisant pour qu'un bailleur de fonds comme Proparco puisse effectivement investir et soutenir. Donc côté Proparco, nous pouvons fournir tout type de solutions de financement de long terme, dette, fonds propres et quasi-fonds propres. En général, le montant minimum sera d'1 million de dollars et qui correspond à un chiffre d'affaires ou rentabilité qui peut varier au cas par cas. Deuxième élément que je voudrais rajouter en ligne avec les points de mes autres panélistes, c'est l'importance de la communication et de la visibilité de vos réalisations et de vos projets. Il est important à RDC de prendre conscience qu'à la fois, il faut construire vos projets, les autofinancer, faire appel à certains bailleurs de fonds qui, de prime abord, utilisent des subventions. Donc ça, c'est un moyen vraiment très confortable pour commencer à déployer des projets, à financer des études de faisabilité. Et une fois que vous avez atteint un certain niveau de maturité, vous pouvez venir vers des bailleurs de fonds comme Proparco qui, eux, ont des tailles d'investissement et des critères d'investissement plus élevés. Mais c'est vraiment important de construire, je dirais, cette trust et que mois après mois, les bailleurs de fonds puissent voir comment votre société évolue. Et peut-être le dernier point, effectivement, sur la perception du risque RDC réel ou avéré, effectivement. Très important, tout ce travail de pédagogie que nous faisons. Je sais qu'un certain nombre de personnes, que ce soit en RDC ou à l'international, se moquent un petit peu de nous et de nos forums. Mais honnêtement, quand ce type de manifestation est bien structuré avec les bons opérateurs et les bons financiers à la table, ce sont vraiment des temps forts qui nous permettent à la fois de mieux connaître vos projets, vos avancées, de nous connaître mieux entre financiers. Donc, je cite par exemple Anita de Sustainable Energy for All, je crois, qui effectivement peut fournir des subventions pour les opérateurs Open Energy et qui permettent ensuite à des Proparco, quelques mois plus tard, de vous soutenir également. Donc, cette chaîne de financement, on travaille vraiment main dans la main entre financiers pour la mettre en place et continuer d'avancer. Et je suis certaine que d'ici la fin de l'année, on verra encore 2, 3, 10 autres projets énergie financés
passer dans le pays. Donc c'est une période qui est très excitante. Merci beaucoup, Anna. Et je note dans l'intervention d'Anna l'importance de la communication. Moi, je suis directrice de communication chez Anser, communication et partenariat. Et nous savons bien que vous pouvez faire les plus belles choses, mais si vous ne communiquez pas de manière effective, c'est-à-dire dans les bons forums et de la bonne manière, en utilisant les termes, le jargon du secteur, eh ben, personne ne saura que vous avez fait toutes ces bonnes choses. Et cela vaut aussi bien pour le gouvernement congolais que pour le secteur privé. Je reviens vers vous, monsieur. Vous avez tout de suite touché une partie très importante qui est la partie de la viabilité des projets. Monsieur Nderi tout disait un peu plus tôt que juste le financement des ménages ne suffira pas à rendre des projets viables et qu'il fallait absolument intégrer l'économie locale, les chaînes de valeur dans ce processus. Et c'est là votre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe concrètement? Quel est le processus pour qu'on puisse en bénéficier? Est-ce que vous travaillez directement avec vos clients ou bien vous passez par une maison de distribution des kits? Comment ça se passe exactement? On voudrait mieux comprendre parce que nous n'avons pas eu jusque-là plusieurs panélistes qui ont parlé de cette question précise de la chaîne de valeur. Merci. Allô? En fait, c'est que nous avons d'abord, nous avons d'abord analysé les marchés. Il est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, les marchés de l'électricité, c'est un marché encore où la perception du risque est trop élevée. Pourquoi cela? Parce que d'abord, vous avez dit tout à l'heure, il y a un problème de communication. On a un risque juridique élevé également, mais l'État ne communique pas énormément. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du secteur financier, on a du mal à aller, on n'est pas à l'aise d'aller financer les acteurs dont le risque est trop élevé, selon la perception. Ce n'est pas toujours la réalité. Maintenant, nous avons aussi nos clients qui ont ce problème-là. Malheureusement, nous ne pouvons pas attendre l'installation des mini-réseaux, l'installation de certaines choses parce que nous avons besoin que nos clients grandissent. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons identifié les problèmes, nous avons identifié les moyens. Nous avons aussi un partenariat avec qui nous travaillons qui s'appelle Baobab Plus, qui a apporté des kits solaires. Et lorsqu'on a affaire avec des kits productifs qui coûtent un peu plus cher que les kits solaires standards, dont nos clients, nous, n'ont pas la capacité de le faire. Et nous avons décidé de mettre un type de crédit en place qu'on appelle Green Loan, qui est vraiment, disons, focalisé sur ce produit-là. Donc, c'est-à-dire que nous faisons une étude de marché, nous arrivons à identifier les clients qui en ont vraiment besoin. Nous proposons ces marchés-là, les conditions sont meilleures. Et d'autres clients, peut-être, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, mais pour améliorer leur rentabilité financière, nous les proposons. Donc, il y a une démarche active parce que nous allons vers les clients et d'autre part, nous attendons à ce que les clients viennent. Je pense que c'est vraiment un élément important pour les petits ménages, hein, parce qu'à Gombe, les problèmes d'électricité ne sont pas les mêmes qu'au Kasaï, à Lumbashi ou ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour les ménages qui ne sont pas vraiment servis par l'électricité. C'est quel type de solution, par exemple, dont nous parlons? Bon, pour les kits productifs, c'est-à-dire que nous avons des kits qui sont spécialisés pour les salons de coiffure. On a des kits pour les petits supermarchés, donc je dirais des boutiques. Donc, en fait, les commerçants peuvent avoir un frigo, peuvent avoir la télé, peuvent avoir, comme il n'a pas la clim, il peut avoir un ventilateur. Donc, c'est des kits qui permettent aux commerçants d'être autonomes au niveau production et surtout la conservation de ce produit, ce qui est quand même un élément important. Je reviens encore surtout pour les ménages, parce que vous savez qu'il y a nos clients parfois qui font les centres-villes chaque jour pour aller acheter les produits parce qu'ils n'ont pas la capacité de conservation. Donc lorsque ces clients-là acquièrent un kit productif ou bien de moyens pour conserver sa marchandise, donc elle peut acheter un stock suffisant pour une semaine. Non seulement il gagne en termes de transport, parce que les clients ne vont pas se taper Gombe chaque jour, donc il épargne sur les moyens de transport, sur les stress, et se concentre sur son affaire. Et dans ces cas-là, le client améliore sa capacité financière, sa capacité commerciale, et nous, indirectement,
nous trouvons notre compte aussi. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé de la communication, la réduction des risques du côté accès au financement. Nous avons parlé aussi d'une étude claire et détaillée des besoins de la communauté. Je voudrais que Madame Andronaite puisse revenir et nous expliquer un peu qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire du côté des procédures, du côté de la politique générale du secteur pour permettre aux entreprises privées, locales surtout, mais toutes les autres aussi, d'accéder aux financements qui sont destinés à la RDC. Parce qu'on l'a vu, c'est plusieurs millions de dollars, les besoins se chiffrent en milliards et il y a des fonds qui sont créés, il y a des initiatives qui sont créées, mais on tarde à voir les retombées au niveau local. Les entreprises locales disent en tout cas qu'elles ont du mal à accéder à ces crédits. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire de ce côté-là? Sorry, do you mean on the regulatory framework or on the requirements of the funders? Both, but what do you think we should be doing in order for the local private sector to tap in that vast potential of money that is being mobilized on the international level? Okay, I would probably like to come back to some of the previous questions Sure. as well. But I mean, with the local developers, especially in DRC, okay, defining a local developer can be difficult as well. I think, for example, a company like Nuru, you know, it could be debatable, but they are definitely very well established locally. And so, you know, we would consider them as a pretty much local company. We would like to fund local developers much more than we currently do. I think, you know, we've been trying to push that through our rep facility and have had some successes, but we're not nowhere near where we're supposed to be. I think my colleagues have already mentioned the capacity development question that is very important. In fact, ourselves, when we are fundraising for the next Rep 2 scale up of the rep facility, planning to be hopefully able to provide some more technical assistance as well. It is well understood that some of the requirements of international funders or investors are perhaps not so usual, not something that the local developers are used to. And I think that we should not be expecting them to be able to immediately respond to them and to be able to finance necessarily all the costs that is required, for example, ENS requirements or gender action plans or whatever it is. So I think we do need to provide that support for them to be able to then access to our financing, and we should place a stronger focus on that. I think maybe just to stress that tomorrow there's also a session on the regulatory framework. So this is a little bit of a plug because I will be moderating that session. But we will go into much more depth on, I think, what the private sector perceives as the key regulatory gaps. I think without, if I may just respond a little bit more on the sort of the, you know, what are the key risks. First of all, I would perhaps like to stress, I don't know if you've picked up, but Dennis started by saying we are talking about a risk profile. And then I think Hannah, the colleague on the other side, said we're talking about a risk perception. When it comes to investors, it's always about perception. And imagine if you are working with, let's say, multiple investors on the same deal, you have to align on that perception. So the more, and it is quite ephemeral when you think about it. So it's and debatable. And so the more the government sort of can do to eliminate aspects that are kind of, you know, sort of more black and white, like some regulatory aspects, documentation, etc., the easier it will be for us to then align on what that assessment would be. But I would, on a positive note, stress that over the past 5 or so years, and especially under the current government as well, we have seen a much stronger political will, and that is already, for sure, you know, reducing our risk perception. So I think there are definitely more and more funders coming in. I think, if I may, just the final word. So again, without going into too much detail on the regulations, which perhaps we'll do tomorrow, from our perspective, and I would stress that I'm talking more now about the isolated grid market because that's the most recent investment we've made. The risks are, some of them are the same or similar, some of them are very different if you're talking about CNI, for example, or SHS, IPPs, mini grids, isolated grids. From the isolated grid perspective, I think the national versus subnational level questions and alignment there, both on the regulations, on the capacity of you know, provincial authorities being able to deliver compared to, let's say, the national level authorities, alignment sort of, yeah, between the template agreements, regulations, etc.,
is quite critical. If there was one thing that I was asked to identify in the isolated grids markets as a sort of key risk, I would probably bring that up. And including on the risk mitigation element, what we have seen on the transactions we've recently worked with, for example, was that MIGA, the risk mitigation provider, was completely not used to providing risk mitigation where they have to underwrite the risk of the provincial level government. So it took us so long to get to the stage where they were ready to make their decision. And yeah, that takes time, but that's quite important to think about, I think, in DRC. Thank you very much. On va bientôt prendre les questions qui viennent de votre côté. Si vous avez des questions à poser à nos panélistes, juste avant de prendre vos questions, je vais me tourner encore une fois vers Madame Bodil pour savoir how long did it take from the moment KIPAI thought about starting a project to the moment where the first bulb went on? How long did it take? And how, I know it's a bit a subjective question, but how difficult was it really? Because we have all the private sector from the international level, I would hope so, looking at us and wondering if it's worth it to come and invest in the DRC. We are talking about this big plan of electrifying millions of people, the biggest market, and all the progress that the government has done and all that. But what would you say to somebody who is thinking about coming to the DRC? How long did it take? How difficult was it? Can you take us a little bit through your journey? Yes, KIPAI was established in 2015, 1 year after the liberalization of the energy code. So it was clear it was like not a huge private sector put in place already 1 year after. So KIPAI has seen and also been part of helping the private sector grow, for instance, during the energy conference that's been initiated by FEC. To create a platform for the sector and authorities to meet and discuss and develop. Also, legal and regulatory issues has been discussed, and I think it's some output from this conference as well. But of course, it's like being a country risk from the beginning. No one believed in KIPAI. As Eric Monga said, I'm a Congolese. No international funders believed back then. But we can see now we are here on this conference. We see a huge interest from global community coming here investing. So we have been on that journey, but as also mentioned yesterday, the private energy sector in Congo is still young, but they still need to work together. And I think that's sort of to show that also Congolese companies, Congolese entrepreneurs can also create projects here, which also Eric Monga tried to say, and what we're doing in the project, the solar project, working with young engineers to also grow a young sector for the future. Okay. Thank you very much. Je vais prendre maintenant des questions dans la salle. Il nous reste à peu près 15 minutes. Donc, on va prendre des questions pour les 10 prochaines minutes, questions et réponses inclus. Et puis après, on aura une petite conclusion. Chacun va donner un mot pour la fin, pour revenir sur les questions sur lesquelles il voudrait stresser. Mais je pense que jusqu'à présent, nous avons répondu à la plupart des questions que nous nous posions avant de commencer ce panel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que je pourrais juste rajouter un petit point sur le financement et rebondir sur le commentaire d'un des panélistes. Effectivement, que ce soit au niveau des fournisseurs de solutions solaires, des opérateurs de solutions énergétiques ou des financiers, nous mettons en place des outils de financement innovants pour la RDC. Donc, Monsieur de Baobab Plus a précisé comment certains de leurs kits sont préfinancés par l'entité pour permettre à leurs utilisateurs de pouvoir utiliser ces kits, augmenter leur chiffre d'affaires, etc. et pouvoir les rembourser. Pareil, du côté de Proparco, par exemple, un des moyens que nous utilisons pour augmenter la capacité de paiement pour les solutions énergie. Si une entreprise corporate dans l'agroalimentaire, santé, éducation, n'importe quel secteur a une demande de financement de 5 à 10 millions de dollars pour nous, on va leur dire n'hésitez pas à mettre dans votre CAPEX également la partie énergie, que vous avez besoin d'acheter des kits solaires ou des panneaux solaires pour 1-2 millions de dollars. Comme ça, c'est bien intégré dans la demande de financement global qui répond à nos critères et à notre mandat d'investissement de minimum 5 millions de dollars par
projet. Donc ça, c'est vraiment un outil que vous, les fournisseurs de solutions solaires ou opérateurs d'énergie hydroélectrique, vous devriez souligner auprès de vos clients corporate. Et comme ça, ce sont bien des écosystèmes tripartites qui se mettent en place, où on travaille main dans la main en RDC pour augmenter ce fameux taux d'électrification. Merci beaucoup, Anna, pour cette précision. Donc, pour les questions, on va commencer par M. Bahati. Et puis après, on va venir dans ce sens. On va prendre tout le monde. On peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Vous vous présentez rapidement et puis vous posez votre question. Soyez le plus bref possible. Comme ça, on pourra avoir un maximum de questions et ça va enrichir tout le monde. Oui, merci beaucoup. C'est M. Bahati, expert à la primature. J'ai une toute petite question à madame qui est juste devant moi. Madame Hanna. Je voulais savoir si vous prévoyez accompagner les gouvernements provinciaux dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme de développement provincial, surtout pour le secteur de l'énergie volée électricité. Merci pour la question. On prend toutes les questions et puis après on répond. Comme ça sera plus facile de grouper aussi certaines questions. La deuxième question, il y a une question ici. Ici. Et puis après, ça sera à vous, je vous ai vu. Merci beaucoup, c'est M. Ilunga. Nous avons depuis le début, je commence par remercier ANSER et tous les autres partenaires de cette organisation. Depuis le début, on nous a présenté les potentialités d'investissement, on nous a présenté on nous a parlé potentialités d'investissement, on nous a parlé développeurs, on nous a parlé partenaires financiers. J'ai une toute petite question qui fait un peu froid au dos, c'est que quelles sont les garanties que nos partenaires financiers peuvent nous donner ici pour une épine dorsale que nous connaissons souvent, que nous appelons rétrocommission, parce que c'est quelque chose qui souvent bloque tout un projet bien étudié, bien fait, et finalement on voit juste le projet être retiré et mis dans le tiroir, parce que quelque part là, on n'a pas fait danser les doigts. Merci. Merci beaucoup. On prend la question devant. Merci. Bonjour, c'est M. Chivwadi de Congo Énergie. Alors ma question, elle s'adresse à l'interlocuteur de GEPP. J'ai noté qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place pour atténuer la perception du risque financier du côté des bailleurs de fonds. J'aurais bien voulu qu'ils reviennent sur ce point-là en particulier. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question au fond là-bas. Après celle-là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Après celle-là, nous allons répondre à ces 4 questions. Et puis, je pense que nous allons procéder aux remarques finales pour clôturer la session. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Emmanuel Ampeta. Ma question, je ne sais pas si c'est le panel ici présent qui pourrait bien répondre, mais le secteur comprend la partie production, la partie transport et la partie distribution. Je voudrais savoir la partie qui comporte le plus de risques et je voudrais savoir si les partenaires accompagnent les 3 parties ou se focalisent seulement dans la partie production. Merci. Alors, la première question s'adressait à Madame Anna, je pense, et c'était la question de savoir, est-ce que vous travaillez avec le secteur public aussi, surtout au niveau provincial, ou bien c'est seulement le secteur privé? Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour la question. Donc, côté Proparco, Proparco est une institution financière finançant uniquement le secteur privé. Donc, il ne rentre pas dans le cadre de notre mandat d'accompagner les provinces, les gouvernements, etc. Toutefois, au sein du groupe Agence française de développement,
qui est la maison mère de Proparco, il y a bien une équipe dédiée au soutien et au financement du secteur public, et c'est l'équipe AFD. Donc à titre personnel, je serais ravie de vous présenter ou de représenter mes collègues AFD qui, eux, ont pour mandat de soutenir le secteur public. Et je suis ravie de confirmer qu'encore une fois, le secteur de l'énergie est prioritaire pour eux, et ils ont récemment reçu un mandat d'électrifier la ville de Cabinda. Donc c'est un projet qui est mis en place avec la Banque mondiale. Donc je n'ai pas donné de faux chiffres, mais je pense que c'est un projet à hauteur de 20 ou 30 millions de dollars pour électrifier cette province, avec les études de faisabilité en cours, plusieurs missions de terrain qui ont été effectuées, et on l'espère, une fois que la ville sera électrifiée et le projet finalisé, que ça constituera une fameuse étude de cas qui nous permettra d'électrifier d'autres villes. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Merci beaucoup. La deuxième question, c'était la question sur la corruption en général, donc les pots de vin, les retours de commission et toutes ces questions qui sont un véritable frein. C'est une question que je vais coupler avec, que je vais renvoyer à M. Nderitu, qui va répondre à cette question, parce que ça part en général dans la question des perceptions de risque que vous avez posée. Donc, il va répondre à cette question, mais je pense que c'était une question qui était mieux venue dans le panel d'hier, parce que c'est une question qui concerne directement le gouvernement congolais, la question de corruption dans le secteur. Et je pense que, moi, en tant qu'ANSER, donc la partie technique du gouvernement dans l'exécution des projets au niveau périurbain et ruraux, ce que nous faisons, c'est d'abord une très grande transparence dans les contrats et dans l'exécution de ces contrats. On sait que la transparence à elle seule ne va pas tout résoudre, mais déjà à partir du moment où tout est publié, que ce soit à l'ARE, on sait exactement combien doit être payé, dans quel guichet, avec une automatisation, une digitalisation de ces paiements, il y a des fortes chances de réduire la corruption. La deuxième chose, c'est que c'est un jeu qui se joue dans les deux sens, c'est-à-dire il y a un corrompu et un corrupteur, mais que si à un moment on commence à dénoncer, cela va aller dans le sens d'améliorer. Donc à part la transparence d'un côté, il faut, si vous avez ce genre de cas, il faut les rendre publics. Il faut les rendre publics, il ne faut pas hésiter. Le gouvernement a mis en place plusieurs numéros verts, plusieurs plateformes sur lesquelles on peut dénoncer ce type de pratiques et voir comment éventuellement les éradiquer. C'est vrai, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. L'Afrique subsaharienne connaît dans plusieurs pays, pas tous heureusement, un vrai problème de corruption qui endigue les progrès dans le secteur privé. Mais peut-être je vais donner la parole à M. Nderitu. How do you think we can address the problem of corruption in the sector? Because this is an emerging sector. People want to move fast, but some people want also to take advantage, because there's so much money involved and the mechanisms are not very clear from the get-go. How do you think we can address this problem? Your mic is not on, is it? Yeah, I think it works Better. now. Thank you. Yeah, as I answer it, I'll give a caveat that I'm not a governance expert, but I'll give our angle in terms of the way we try to mitigate corruption. And it's, I think, in three ways. So the first one is we are very happy when commitment comes from the top, that the government is really committed to fighting corruption, and they show it in action. I think recently, maybe at the start of the year, there was some sort of shake-up in the utility of the country. And it's always a good sign that the government is committed to, burning some bridges, but to make sure that there is a lot of credibility in the sectors that it is governing. The second one is systems, because a lot of corruption actually happens at the procurement stage of projects. So having systems that can be, transparent, visible, and a lot of reporting back. So if people bid for processes, giving them feedback and showcasing the numbers like what have been shared the last 2 days is a way to reduce the opportunities for corruption, because everything, is being looked at from the start to execution to the impact. So we are always looking at deploying our money through a lot of very solid systems. For example, the UEF is governed through a digital platform which is end-to-end, and you can see what is happening at every stage of the
of the program. So with that, you reduce the holes and the black boxes that actually promote corruption. I think the last one, which we are trying to do as an effort from GIAP directly, is setting up a secretariat in DRC, which was something that once when we met all the donors, there was an agreement that we need to have a repository for everything that is happening, a creation of a platform that has intelligence and data and visibility. So I do think, again, it's all about systems and making sure that everything that you're doing is transparent and that you're engaging a lot of the right people who bring on the right practices and who maintain the right practices across the whole value, across the whole project from start to end. So yeah, for me, I think that's the effort that we are trying to make. There are a lot of efforts on making sure that contracts are very strong. They sort of cover a lot of the risks that could be there, but I would say it's really about the people and the systems. Okay, thank you very much. And the last question, I think it will go to you, Miss Indri. Excusez-moi, si je peux rajouter un petit point. On peut prendre d'abord Miss Indri, et puis après, ça sera à vous, Anna. Merci. Can you tell us, because il a dit, je pose la question en français, monsieur a dit qu'il y a 3 segments, en réalité il y en a 4, mais la question reste très valide. Il y a la production de l'électricité, le transport, et puis la commercialisation et la distribution. Quel est le segment qui a le plus d'intérêt pour les bailleurs de fonds que vous êtes? Quelle est la partie qui est la plus financée aujourd'hui et peut-être à quelle concurrence? Well, from our perspective specifically, so we don't really work with the transmission sector because the REP, and REP is not the only fund that we manage. We also have, for example, Spark, which is for CNI and solar and energy efficiency. But REP facility finances decentralized renewables, so it can be, if we're talking about mini grids, isolated grids, then of course it's both the generation and distribution could be embedded into the main grid, but also if we're focusing with REP, if the projects that we funded that are grid interconnected, they were fed into sort of the local grid locally basically. That's why we call them decentralized. So it's not the large scale sort of, transmitted over long lines. I think the question was about risk and maybe which of these sectors is the least risky, which is kind of impossible to answer because both of these have their own risks and those need to be mitigated. That's why, unfortunately, there's no one silver bullet. As Dennis was mentioning before, if we're talking about on-grid, the off-taker risk will be the bankability of the utility. If we're talking about off-grid, the off-taker risk will be perhaps demand and creditworthiness of the individual users. And those they're completely different risk profiles and require very specific solutions. So unfortunately, it's not one silver bullet. I understand. Thank you very much. Anna, est-ce qu'on peut avoir votre intervention et les remarques finales pour... Très courte. C'était pour rebondir sur le point de la corruption, des frais administratifs et autres. Rangez votre maison. La RDC, il arrive un moment où les bailleurs de fonds externes, et en particulier internationaux, n'ont pas vocation à régler les problématiques de gouvernance que vous pouvez avoir en interne avec les gouvernements ou les agences publiques. Et finalement, parfois, venir pleurer chez nous en disant « Ah, mais les rétrocommissions », en fait, vous ne faites que, je dirais, renforcer les clichés et nous faire fuir. Donc, bien de mentionner ces sujets, mais à un moment, ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans qu'on en parle. Régler ces sujets-là comme les autres pays d'Afrique l'ont fait, et ça permettra encore une fois de mobiliser du financement privé et public à l'international. Sinon, pour ma remarque finale, vraiment très excitant cette période du secteur de l'énergie en RDC. Comme mes panélistes ont indiqué, il y a vraiment des financements qui arrivent. On voit des projets matures avec des opérateurs qui ont le bon profil financier, technique, opérationnel pour mener à bien des projets de plus en plus complexes, que ce soit dans le solaire, l'hydroélectrique, que ce soit dans la distribution de solutions solaires. Donc c'est vraiment très excitant. Continuer sur la bonne voie, continuer à gagner en visibilité,
communiquer avec nous, sachant que nous, du côté finance, on s'assure de travailler main dans la main, de créer des chaînes de financement où vous, les opérateurs, aurez accès à des subventions, que ce soit pour la partie subventions, études de faisabilité, etc. Et ensuite des bailleurs de fonds institutionnels qui peuvent financer vos séries A, vos séries B ou quel que soit le nom qu'on donne à vos tours de table. Donc franchement, continuez à travailler, on voit le jour. Je pense qu'on a vraiment dépassé ce trou de financement dans lequel on était il y a 2 ans à RDC et je suis vraiment excitée de continuer à intervenir dans ce secteur. Et ne pas oublier Altec, il faut le mentionner, qui a réalisé la plus grande levée de fonds RDC avec 18 millions de dollars cette année. Donc je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Je sais qu'il y a d'autres opérateurs qui sont dans cette course du financement, donc on veut voir plus de transactions et plus d'actions encore. Merci beaucoup, Anna. Do you have a final remark? Maybe just to finish on a more positive note. So as I mentioned, I think we all acknowledge how far the country has gone, and that is due to the efforts both by the private sector and by the public sector. With regards to the, all these risk elements we have talked about, I think if the initiatives that the government representatives were presenting yesterday, if they are effectively, they come into law and they are implemented, I think the capacity question there is really important. Then we'll definitely be on the path to raising financing. And the final point there is also maybe to stress what I think Hannah was somewhat alluding to, which is communication with us. So us as a private sector, whether it's funders or developers, when the government, we are open for the discussion with the government, and I think it's very important that these communication channels are effective so that we don't end up in a situation where, the regulations are developed and in the end they're perceived as being not bankable or something along these lines. So let's make sure that we are seen as partners and collaborate. Thank you very much. Mr. Nderitu. Yeah, my final views is, in February we convened as the development partners of DRC, and I think after the 2 or 3 day session, the number that came out at the end of it was more than $1 billion that was coming into the energy sector in DRC this year and I think for the next 2 years, which is a very big amount, which I think it's a big opportunity for us to do a lot, for us to test a lot of things, to demonstrate things that are working and to scale the successful cases. So I think for me, it's definitely a call to action that, everyone knows the role that they should be playing. I think we're very happy that the government and the ministry, ETC, are really taking the charge on this and leading the effort. But I think it's, we all know what the roles we should play. The local and the international private sector have already been made aware of the opportunities. So there is money. We just need to make sure that we are, within the same bandwidth or, among all of us, the regulation, the people funding and the people who are actually executing on the ground. But there's a lot of money to do and to get a lot of impact and hopefully to create a very good platform for scale in DRC and a lot more private people to bring in their funds here. Thank you very much. Ms. Bodil? Thank you. I think I will just close up with your question. So as you asked, we've been around for many years, and we see today, as we are witnessing here, that there's a huge investment willingness in the Congo, and we didn't see that back then, even in 2017. It wasn't like the climate and the interest today, but I think also for the local companies who are seeking this is also the entire sector, the regulator, the off-takers. They are all together to show the international financing that they can come and invest. It's not only the company, but it's the sector, it's the regulator, is the entire sort of like organism, how to say, that's together need to show that come and invest in Congo. We are here, we are ready, and we also have a way to go. Yeah. Thank you very much. Et, Monsieur Kanyonyi? Pour finir, je suis un peu curieux de savoir pourquoi nous nous tournons vers l'étranger pour aller chercher le fonds. Je peux juste dire aux PME congolaises, aux entreprises congolaises,
internationales ou pas, mais ceux qui sont des droits congolais, que le secteur financier congolais a amélioré sa capacité de financement. Si je prends la première banque, sans citer les noms, aujourd'hui, si je prends les ratios par rapport au dépôt total, ils n'ont qu'à 50% de leur dépôt qu'ils ont donné en crédit. Les 50% des dépôts sont encore libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent être servis au financement. Ils ont soulevé tout à l'heure, lorsqu'on parle des risques pays, nous sommes déjà dans les pays, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que lorsque les opérateurs viennent voir une institution financière congolaise qui est basée au Congo, nous avons déjà accepté les risques pays parce que nous sommes déjà là. Deuxième chose, nous connaissons les marchés, nous connaissons les acteurs, nous connaissons la demande. Je pense qu'il faut se poser la question aujourd'hui, pourquoi les institutions financières ne veulent pas financer les entreprises qui évoluent dans le secteur de l'électricité? C'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il faudra peut-être organiser un forum ou une table ronde entre les institutions financières et ANSER pour expliquer les lois. On parle de la production, on parle de la distribution, on parle de la commercialisation. Combien de Congolais maîtrisent ces lois-là ou la réglementation? Parce que pour pouvoir financer correctement, il faut maîtriser certains facteurs. Aujourd'hui, je ne pense pas que les secteurs financiers maîtrisent la réglementation sur l'électricité. Une bonne compréhension des choses, ça permet d'atténuer les risques dont on a tous soulevé tout à l'heure. Si je prends toutes les conditions qu'on a citées tout à l'heure, je pense que même Proparco, il faut attendre 10 ans pour avoir développé une bonne entreprise. Mais pourquoi ne pas solliciter un financement auprès désolé, pourquoi pas ne pas solliciter un financement auprès d'une institution congolaise qui vous comprend? Et souvent, on prétend que c'est trop élevé le coût d'un financement local. Ne vous trompez pas. Aujourd'hui, si vous voyez les entreprises, non, les buildings en train de, disons, de s'ériger partout en RDC, les fonds-là ne viennent pas souvent de l'étranger. C'est les fonds qui sont venus des banques congolaises parce qu'il y a des fonds qu'il faut. Donc, je voulais juste soulever cela, qu'il faut peut-être regarder autour de nous. Peut-être nous trouverons les financements et les capacités pour le faire. Si nous ne finançons pas aujourd'hui, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. On parle, jusqu'avant de finir un élément, on parle de mini-réseau. Supposons que je mets un mini-réseau à Maluku. Quelle est la demande à Maluku? La demande n'est pas suffisante pour couvrir l'investissement qui sera mis en place pour couvrir tous les coûts opérationnels. Donc il est important, si je mets un mini-réseau, de la connecter à la SNEL, et la SNEL doit garantir de consommer ce qui ne sera pas consommé. Donc il y a des choses que nous devons mettre en place pour que les institutions financières poussent. Si les institutions financières sont convaincues que le modèle est fiable, il est rentable, on ne va pas pourquoi nous n'irons pas. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'on se pose la question, qu'on se questionne sur nos propres ressources avant d'aller plus loin et d'attendre longtemps. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste revenir un peu sur les questions fondamentales que nous nous sommes posées au début. Quels sont les risques? Comment se présente le secteur privé aujourd'hui? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Quelles sont les expériences qui se dégagent au jour d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a une petite récapitulation qui a été faite, même si c'était différemment par les différents panélistes. 2014, on libéralise le secteur. 2016, on crée l'ANSER et l'ARE. Mais en 2020, on se rend compte qu'il n'y a toujours pas assez d'investissements dans le secteur. Et là, nous parlons des investissements privés parce que le secteur a été libéralisé. Depuis la création de l'ANSER et l'ARE jusqu'aujourd'hui, avec l'appui des différents partenaires et bailleurs des fonds, il y a plusieurs études qui ont été faites, il y a des projets pilotes qui ont été lancés, il y a une bonne documentation qui se dégage aujourd'hui avec les leçons apprises. Mais ce que je retiens de ces panels, c'est que, on ne communique pas assez sur ces études et les résultats que nous avons. Parce que les succès, les réussites que nous avons eues, que ce soit Kipai, que ce soit Baobab, que ce soit toutes les autres entreprises qui sont dans les secteurs, ces réussites constituent
justement le contre-argument pour dire voilà, ça marche dans le secteur. La deuxième chose que je note, c'est que les financements sont disponibles, mais à certaines conditions. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue entre les entreprises, les développeurs et les partenaires techniques et financiers pour savoir comment attraper ce financement, ou bien avec le secteur privé, mais de préférence avec les deux. Parce que parfois, il y aura du financement privé renforcé par du financement public. La troisième chose que je note dans les risques, et ça c'est venu de l'audience et c'est important de le noter, c'est qu'il y a quand même un certain problème de gouvernance qui persiste à travers toutes ces questions de financement et de captage de financement en matière d'énergie, c'est qui rend peut-être certains investisseurs et certains bailleurs frileux. Et ça, ce sont des questions importantes sur lesquelles nous allons continuer à réfléchir dans les panels qui suivent aujourd'hui et demain, mais aussi sur lesquels nous allons continuer à réfléchir entre cet atelier-ci et l'atelier qui va se tenir pour évaluer les retombées de l'atelier que nous avons eu aujourd'hui. Sur ce, je vais vous demander d'applaudir nos panélistes, auxquels je demande de rentrer à leur place. Et mesdames et messieurs, au revoir.